Un père a retrouvé ses jumelles, qu'il croyait mortes, en train de chanter dans un bus 3 ans plus tard. Mais la vérité a brisé non seulement son cœur, mais aussi toute sa vie. Avant de commencer, dis-nous où tu regardes la vidéo dans les commentaires ci-dessous. Et si tu aimes ces histoires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Maintenant, profite bien de l'histoire. Jacques Moreau serrait fermement le volant de sa BMW noire et élégante qui filait sur l'autoroute 101. À 35 ans, il était devenu célèbre comme l'un des architectes les plus recherchés de Lyon, concevant des tours de verre qui perçaient le ciel. Mais aujourd'hui, tout cela n'avait plus d'importance. Aujourd'hui marquait le 3e anniversaire de l'appel téléphonique qui avait bouleversé sa vie. Le moteur a craché 1 fois, puis 2 fois, avant de s'éteindre complètement. Jacques s'est garé sur le bas-côté, le cœur serré, alors que de la vapeur de la calandre. « Pas aujourd'hui », murmura-t-il, en appuyant son front contre le volant. « S'il te plaît, pas aujourd'hui. » Il y a 3 ans, Élise était tout pour lui. Sa petite amie de fac, sa femme, son ancrage, leurs filles jumelles, Lila et Rosalie, étaient la joie incarnée. 2 petites boules d'énergie de 5 ans qui remplissaient leur maison de rires et d'empreintes de doigts collantes sur toutes les surfaces. Puis, l'appel de Victoria est arrivé, sa voix brisée par le téléphone. « Jacques, il y a eu un accident. Élise et les filles, elles sont mortes. » Les funérailles avaient été un brouillard de sédatifs et de visages compatissants. Victoria, la seule sœur d'Élise, s'était occupée de tout, pendant que Jacques était dans le brouillard du deuil. La maison était devenue un mausolée de souvenirs, avec les jouets intacts, la tasse de café d'Élise encore dans l'évier, le dessin de Rosalie collé au frigo, avec un aimant en forme de papillon, debout à côté de sa voiture en panne et de son costume hors de prix. Jacques se sentait comme un imposteur. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail, concevant des monuments pour les rêves des autres, alors que sa propre vie s'effondrait. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il pouvait créer des bâtiments qui dureraient des siècles, mais il était incapable de réparer son propre cœur brisé. Un bus urbain s'arrêta à proximité, ses portes s'ouvrant dans un soupir mécanique. Jacques n'avait jamais pris les transports en commun de toute sa vie d'adulte, mais le désespoir ne lui laissait pas le choix. Il desserra sa cravate et monta à bord, conscient immédiatement de son décalage avec les passagers issus de la classe ouvrière. Alors que le bus démarrait, Jacques ferma les yeux et tenta d'oublier que ce jour aurait été le 8e anniversaire des jumeaux. Le bus slalomait dans le trafic du centre-ville, tandis que Jacques regardait par la vitre sale, perdu dans ses souvenirs des matins d'anniversaire qui ne reviendraient jamais. La douleur familière dans sa poitrine se resserra lorsqu'il se souvint des cris excités de Lila et du rire contagieux de Rosalie qui résonnait dans leur ancienne maison. « Excusez-moi, monsieur », une petite voix interrompit ses pensées. Jacques se retourna et vit 2 jeunes filles, âgées d'environ 8 ans, debout dans l'allée à côté de lui, le souffle coupé. C'étaient des jumelles identiques, avec une cascade de cheveux auburn et des yeux émeraudes qui semblaient le transpercer. Mais ce n'était pas seulement leur beauté qui lui coupait le souffle, c'était leurs visages. Des visages qu'il connaissait par cœur, des visages qui hantaient ses rêves. Les filles étaient clairement sans abri. Leurs vêtements étaient sales et trop petits. Leurs chaussures étaient rafistolées avec du ruban adhésif. Pourtant, sous la saleté, elles avaient quelque chose d'éthéré qui faisait sourire les autres passagers, malgré leur pauvreté évidente. « On chante pour avoir de quoi manger », dit doucement la première petite fille, d'une voix si mélodieuse que Jacques en eut les mains qui tremblaient. « Vous voulez entendre notre chanson ?» Avant qu'il ait pu répondre, elles se mirent à chanter en parfaite harmonie.
un arc-en-ciel après la pluie, le soleil à travers la douleur. L'amour trouvera un chemin. L'amour trouvera un chemin. Jacques sentit son sang se retirer de son visage. Cette chanson, ces mots exacts, étaient une création d'Élise, une berceuse qu'elle avait composée pour leur fille pendant les orages. Elle ne l'avait jamais écrite, jamais partagée, avec quelqu'un en dehors de leur famille. C'était leur secret, leur réconfort privé dans l'obscurité. « Où avez-vous appris cette chanson ?» murmura Jacques, sa voix à peine audible, au milieu du grondement du bus. Les filles échangèrent un rapide regard, quelque chose scintillant dans leurs yeux. C'était leur secret, leur réconfort privé dans l'obscurité. « Où avez-vous appris cette chanson ?» murmura Jacques, sa voix à peine audible, au milieu du bruit du bus. Les filles échangèrent un rapide regard. Quelque chose brillait dans leurs yeux, la peur de se reconnaître. La deuxième fille s'approcha, et Jacques remarqua une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, exactement à l'endroit où Rosalie était tombée de vélo 2 mois avant l'accident. « Une gentille dame nous l'a apprise, » dit-elle doucement. Elle disait que ça aiderait les gens à se souvenir de l'amour. Les mains de Jacques tremblaient lorsqu'il chercha son portefeuille et en sortit un billet de $100. « Tenez, prenez ça. Comment vous vous appelez ?» Les yeux de la première fille s'écarquillèrent à la vue de l'argent. « Je m'appelle Lila, » dit-elle, avant de montrer sa sœur. « C'est Rosalie. » Le bus s'arrêta brusquement et les filles mirent rapidement l'argent dans leurs poches. Alors qu'elles se précipitaient vers la sortie, Jacques entendit Rosalie murmurer à sa sœur. « Il ressemble à l'homme de mes rêves, Lila, l'homme triste qui chantait avec nous. »« Chut !» siffla Lila. « On n'est pas censé parler de nos rêves. Tu te souviens ?» Jacques se leva d'un bond et se fraya un chemin parmi les passagers vers la porte. Mais il était trop tard. Les filles avaient disparu dans la foule, le laissant debout sur le trottoir, son monde basculant sur son axe. 2 filles sans abri, exactement l'âge qu'auraient ces filles aujourd'hui. Les mêmes prénoms, les mêmes visages, plus âgés, mais indéniablement familiers. Et cette chanson, la chanson d'Élise, leur chanson, comment pouvait-elle la connaître? Alors que le bus s'éloignait, Jacques resta figé sur le coin de la rue animée, son esprit d'architecte essayant de résoudre une équation impossible. Ses filles étaient mortes. Il avait vu les certificats de décès, assisté aux funérailles, pleurer leur perte pendant 3 ans. Mais ses filles, ce n'était pas possible, se murmura-t-il. Mais son cœur battait déjà à toute vitesse, animé d'un espoir si dangereux qu'il le terrifiait. Pour la première fois en 3 ans, Jacques Moreau commença à se demander si la vie qu'il menait n'était pas fondée sur un pourquoi. Jacques ne dormit pas cette nuit-là. Il faisait les 100 pas dans sa maison vide, le parquet craquant sous ses pas, agité, alors qu'il repassait chaque détail de la rencontre. La cicatrice au-dessus du sourcil de Rosalie, l'attitude protectrice de Lila, la façon dont elles avaient chanté la berceuse d'Élise avec exactement la même intonation que sa femme. À l'aube, il avait pris une décision qui aurait semblé folle à peine 24 heures plus tôt. Il appela son bureau et annula tous ses rendez-vous de la semaine, ignorant les protestations de sa secrétaire au sujet de la date limite du projet Morrison. Rien n'importait, sauf retrouver ses filles. Jacques s'est retourné à son itinéraire de bus, empruntant la même ligne de bout en bout, scrutant chaque arrêt à la recherche de visages familiers. Les heures ont passé sans qu'il ne voie signe d'elle. Le désespoir l'a envahi lorsqu'il a réalisé à quel point la ville était vaste et à quel point il serait facile pour 2 enfants de disparaître à jamais dans ce labyrinthe de béton. Le 3e jour, un chauffeur de bus nommé Miguel a reconnu sa description. « Oh, tu veux dire les jumelles qui chantent ?» Des enfants adorables,
mais ils ne prennent que certaines lignes. Et c'est la ligne du centre-ville vers midi. Ils travaillent pendant l'heure du déjeuner. Jacques ressentit un élan d'espoir mêlé de désespoir. Ses filles, si c'étaient bien elles, mendiaient pour survivre pendant qu'il se noyait dans l'apitoiement sur lui-même, dans son manoir. Cet après-midi-là, il les aperçut monter dans un bus à 3 pâtés de maisons du quartier financier. Jacques les suivit à distance, les regardant se faufiler dans le véhicule bondé avec une aisance acquise par l'habitude, leurs voix s'harmonisant à merveille, tandis que les passagers jetaient des pièces dans leurs petites boîtes en carton. Lorsqu'elles eurent terminé leur chanson et commencèrent à descendre, Jacques passa à l'action. Mais dès qu'elles le virent approcher, les 2 filles écarquillèrent les yeux avec ce qui semblait être de la reconnaissance et de la terreur. « Attendez !» cria Jacques, mais elles couraient déjà, leurs petites silhouettes se faufilant entre les piétons avec une agilité désespérée. Jacques donna ses chaussures de ville à Chase, qui glissa sur le trottoir en se frayant un chemin à travers la foule. Il était plus rapide, mais elle connaissait mieux les rues, se réfugiant dans des ruelles et disparaissant au coin des rues avec l'habileté d'enfants qui ont appris à survivre en restant invisibles. Finalement, essoufflé et vaincu, Jacques s'arrêta devant un café et sortit son téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne à qui il pouvait confier quelque chose d'aussi impossible. « Marc, dit-il, lorsque son ami répondit, « J'ai besoin de ton aide. » En tant que détective privé et en tant que personne qui connaissait Élise et les filles, Marc Chen avait été le colocataire de Jacques à l'université et son témoin à son mariage. C'était aussi lui qui avait soutenu Jacques lors des funérailles, alors que le chagrin l'avait presque complètement anéanti. « Qu'est-ce qui se passe, mec? On dit que tu as vu un fantôme. Peut-être bien, répondit Jacques doucement. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver 2 filles sans abri, des jumelles identiques, âgées d'environ 8 ans, cheveux auburn, yeux verts. Elles se font appeler Lila et Rosalie. Il y eut un long silence. Jacques, ce sont les prénoms de tes filles. Je sais. La voix de Jacques se brisa. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, je crois. Mon Dieu, Marc, je pense qu'elles pourraient bien être mes filles. Un autre silence. Puis, la voix professionnelle de Marc reprit le dessus. Où es-tu? Je viens te chercher. On commencera par les refuges pour sans-abri et on partira de là. Pendant qu'il attendait son pote, Jacques se tenait au coin d'une rue animée où il avait perdu les filles. Quelque part dans cette ville, 2 enfants, qui ressemblaient exactement à ses filles décédées, dormaient dans la rue, chantant la berceuse de sa femme pour quelques pièces. Soit il perdait la tête, soit le pire jour de sa vie était basé sur le mensonge le plus dévastateur qu'on puisse imaginer. Jacques priait pour que ce soit la première option, car si c'était la seconde, alors quelqu'un lui avait volé 3 ans de sa vie, et ses filles avaient passé ces années à croire qu'elles avaient été abandonnées par le père qui serait mort pour les protéger. Marc arriva moins d'1 heure plus tard, le visage buriné par les intempéries et marqué par l'inquiétude. En tant que détective privé, il avait vu assez de familles brisées pour reconnaître l'espoir dangereux qui brûlait dans les yeux de son ami. Ils passèrent l'après-midi à parcourir le centre-ville, montrant les photos que Jacques avait prises à la hâte avec son téléphone lors de la rencontre dans le bus. « Ils dorment sous le pont Morrison », dit un vétéran sans abri nommé Pierre, la voix rauque à cause des années passées dans la rue. « Il y a plein de gamins là-bas, mais ces jumeaux restent entre eux. Ils sont très craintifs avec les adultes, surtout les hommes. » À l'approche du soir, Jacques et Marc se sont dirigés vers le passage souterrain du pont. Le campement de fortune était déchirant. Des abris en carton, des caddies remplis d'affaires,
et de petites silhouettes blotties autour d'un feu de baril. Jacques les repéra tout de suite, assises à l'écart des autres, partageant ce qui semblait être la moitié d'un sandwich. « Laisse-moi y aller en premier », murmura Marc. « Tu es trop impliqué émotionnellement. Si tu les effraies encore, elles pourraient disparaître pour de bon. » Mais Jacques avançait déjà, les mains tremblantes, à mesure qu'il s'approchait des filles. Elles levèrent les yeux en même temps, et, à la lueur du feu, la ressemblance avec ses filles était si frappante que ses genoux faillirent se dérober sous lui. « Ne fuyez pas, » dit Jacques doucement, en s'arrêtant à 3 mètres d'elle. « Je veux juste vous aider. » Lila se leva immédiatement et se plaça devant Rosalie pour la protéger. « On n'a pas besoin de l'aide d'un inconnu, » dit-elle, mais sa voix tremblait d'incertitude. Jacques plongea lentement la main dans sa veste, ce qui fit se crisper les 2 filles. « J'ai apporté à manger, » dit-il en sortant un sac de l'épicerie. Des sandwichs, des fruits, du chocolat, du lait, sans condition. Rosalie jeta un coup d'œil derrière sa sœur, ses yeux verts, remplis d'une faim qui brisèrent le cœur de Jacques. « Quel genre de sandwich ?» demanda-t-elle doucement. « Dinde et fromage », répondit Jacques, se souvenant que c'était le préféré de sa Rosalie. Aimé et beurre de cacahuètes et confiture. Quelque chose traversa le visage de Rosalie. Un flash de mémoire peut-être, ou une reconnaissance. Elle tira sur la manche de Lila. « Il sait ce que nous aimons », murmura-t-elle. Lila restait méfiante, mais elle laissa Jacques poser le sac par terre, entre elles, avant de reculer. Les filles se jetèrent sur la nourriture, avec une faim désespérée, et Jacques dut détourner le regard pour cacher ses larmes. « C'est quoi vos noms de famille ?» demanda-t-il doucement, quand elles eurent fini de manger. « On n'en a pas », répondit rapidement Lila. « C'est juste Lila et Rosalie. Tout le monde a un nom de famille », intervint Marc doucement derrière Jacques. Rosalie leva les yeux, une moustache de lait qui la faisait paraître encore plus jeune. « Les méchants là-bas ont dit « Vous n'avez pas été comptés, donc vous n'en avez pas besoin. »« Où ça ?» demanda Jacques, le cœur serré. « La maison, avec trop d'enfants. » Rosalie continua, ignorant le regard d'avertissement de Lila. Avant qu'on apprenne à être invisible, Jacques s'agenouilla lentement, essayant de ne pas paraître menaçant. « J'ai perdu 2 filles qui portaient vos prénoms. Elles auraient à peu près votre âge aujourd'hui. » Lila avait une tache de naissance sur l'épaule, en forme de croissant de lune, et Rosalie avait une cicatrice au-dessus du sourcil, suite à une chute à vélo. Les 2 filles se figèrent. La main de Rosalie se posa inconsciemment sur la cicatrice que Jacques avait remarquée, tandis que les yeux de Lila s'écarquillaient, reflétant quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Beaucoup de gens ont des cicatrices, » se dit Lila, mais sa voix tremblait maintenant, et leur mère leur chantait une chanson spéciale. Jacques continua, d'une voix à peine audible, une chanson sur les arcs-en-ciel après la pluie. Rosalie eut le souffle coupé et couvrit sa bouche de sa petite main. « Tu connais notre chanson ?» murmura-t-elle. « Notre chanson » répéta Jacques, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Où l'as-tu apprise ?»« Dans mes rêves » murmura Rosalie, les larmes coulant sur ses joues sales. « Dans les rêves, il y a un homme qui te ressemble, et une jolie dame, aux cheveux blonds, et ils chantent pour nous, quand le tonnerre gronde. » Lila attrapa brutalement le bras de Rosalie. « Arrête de parler de tes rêves. Souviens-toi de ce qu'ils ont dit qu'il arriverait si on parlait à quelqu'un de nos rêves. » Jacques sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'étaient pas simplement des enfants sans abri qui ressemblaient à ses filles. C'étaient ses filles, d'une manière ou d'une autre encore, en vie, d'une manière ou d'une autre ici, croyant que leurs rêves à son sujet n'étaient que fantaisie. « Qui vous a dit de ne pas parler de vos rêves ?» demanda-t-il avec insistance. « Mais le moment était brisé, » dit Lila, en tirant Rosalie sur ses pieds, le charme de la confiance hésitante brisé par la peur. « On doit y aller, »
dit-elle en rassemblant leurs quelques affaires. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Rosalie jeta un regard par-dessus son épaule. « Dans mes rêves, dit-elle doucement, l'homme dit toujours qu'il nous aime plus que toutes les étoiles dans le ciel. » Jacques eut le souffle coupé. C'étaient exactement les mots qu'il prononçait chaque soir quand il les bordait dans leur lit. « Je t'aime », murmura-t-il, mais elles avaient déjà disparu, se fondant dans l'ombre du pont. Cette nuit-là, Jacques était assis dans son bureau, entouré d'albums photos et de souvenirs. Marc était à ses côtés, sirotant une tasse de café depuis longtemps, refroidi. La maison semblait différente maintenant, pas comme un mausolée, mais comme une scène de crime où la vérité avait été assassinée. « Raconte-moi le jour où tu as appris la nouvelle, » dit Marc doucement, son instinct d'enquêteur reprenant le dessus. « Tous les détails dont tu te souviens. » Jacques ferma les yeux, se forçant à revenir à cet après-midi dévastateur. 3 ans plus tôt, j'étais sur le chantier Hartwell, en train de revoir les plans, avec l'entrepreneur. Mon téléphone a sonné vers 14h30. C'était Victoria, la sœur d'Élise. Le souvenir se déroula comme un cauchemar qu'il avait rêvé 1000 fois. La voix de Victoria était hystérique, à peine cohérente, à travers ses sanglots. Élise et les filles étaient en route pour rendre visite aux parents d'Élise à Avignon pour le week-end. Un voyage que Jacques avait annulé à cause de délais professionnels dont il ne se souvenait même plus. Elle lui dit qu'il y avait eu un accident sur l'autoroute 50. Jacques a continué, la voix vide. Un camion a grillé un feu rouge et les a percutés de plein fouet. Élise et les filles ont été tuées sur le coup. Marc s'est penché en avant. « T'as vu le rapport d'accident? Les corps ?» Jacques a secoué lentement la tête. Je me suis littéralement effondré. Le médecin a dit que c'était une grave crise d'angoisse. Ils m'ont mis sous sédatif pendant 3 jours. Quand je me suis réveillé, Victoria avait déjà tout réglé. Les funérailles, la crémation, toutes les formalités administratives. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je m'en occupe. Et tu n'as jamais remis ça en question. Pourquoi l'aurais-je fait? La voix de Jacques s'est brisée. C'était la seule famille d'Élise. Elle était en deuil, elle aussi. Elle m'a montré les certificats de décès, les documents de crémation. Tout semblait officiel. Mais même en disant ça, Jacques réalisait à quel point il avait été naïf. Dans le brouillard du chagrin et des médicaments, il avait accepté tout ce que Victoria lui avait dit, sans poser de questions. Elle avait été si efficace, si organisée, s'occupant de détails qu'il ne pouvait pas supporter. Marc était déjà en train de sortir son ordinateur portable. Quelle était la date exacte de l'accident présumé? Le 15 octobre, il y a 3 ans, un samedi après-midi. Les doigts de Marc volaient sur le clavier, fouillant les bases de données d'accident et les archives d'actualité. Au bout de 20 minutes, il leva les yeux avec une expression sombre. « Jacques, il n'y a aucune trace d'un accident mortel impliquant une femme et 2 enfants sur l'autoroute 50 ce jour-là. Pas d'Élise Moreau dans les registres de la morgue du comté d'Avignon. Aucun rapport d'accident correspondant à cette description. » La pièce se mit à tourner autour de Jacques. « C'est impossible. Victoria me l'a montré. Les documents peuvent être falsifiés, » dit Marc doucement. « Surtout si quelqu'un a des relations et de l'argent. » Jacques pensa au style de vie confortable de Victoria, à ses vêtements coûteux, à la nouvelle voiture qu'elle avait achetée peu après les funérailles. À l'époque, il avait supposé qu'elle avait reçu une sorte d'indemnité d'assurance ou un héritage des parents d'Élise. « Il y a autre chose, » a poursuivi Marc, d'une voix prudente. « J'ai fait quelques recherches rapides sur Victoria Moreau. Elle vit bien au-dessus de ses moyens depuis 3 ans. Une nouvelle maison, une voiture de luxe, des vacances coûteuses. Et Jacques, elle a été désignée comme bénéficiaire de l'assurance vie d'Élise. Ça n'a aucun sens. Élise m'a toujours dit que j'étais son bénéficiaire.
Les polices d'assurance peuvent être modifiées ou falsifiées. Marc ferma l'ordinateur portable. Jacques, je pense que quelqu'un voulait te faire croire que ta famille était morte. La question est de savoir pourquoi. Jacques se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le jardin où Lila et Rosalie avaient l'habitude de jouer. Tout ce qu'il avait cru pendant 3 ans s'écroulait. Ses filles n'étaient pas mortes. Elles étaient sans abri, effrayées, convaincues qu'on les avait abandonnées. Les filles ont parlé d'une maison avec beaucoup d'enfants, dit soudain Jacques. Elles étaient dans une sorte de foyer avant de se retrouver dans la rue. Si elles avaient été trouvées abandonnées, elles auraient été placées en famille d'accueil. Marc acquiesça. Je peux vérifier ça. Mais Jacques, si c'est vrai, si quelqu'un a simulé leur mort, tes filles ont passé 3 ans à penser que tu les avais abandonnées. Cette pensée était un coup de poignard dans le cœur de Jacques. Pendant qu'ils pleuraient leur mort, elle vivait, souffrait, survivait dans les rues de sa propre ville. Trouve tout, dit Jacques, la voix durcie par la détermination. Je veux savoir qui a fait ça, comment ils l'ont fait et pourquoi. Et Marc, je veux des preuves qui tiendront devant un tribunal. Parce que si quelqu'un avait volé ses filles pendant 3 ans de leur vie humble, Jacques allait s'assurer qu'il paierait pour chaque jour de ce vol. Le laboratoire d'analyse ADN était stérile et froid. Rien à voir avec le chaos chaleureux des souvenirs de Jacques avec ses filles. Marc avait organisé un prélèvement discret des échantillons à l'aide de gobelets que les filles avaient utilisés dans une soupe populaire du centre-ville, obtenue grâce à une observation attentive et à la coopération de volontaires sympathiques. Les résultats prendront entre 3 et 5 jours, a dit le technicien en scellant les échantillons. On va comparer avec ton ADN et déterminer la paternité avec une précision de 99,9%. Ces 3 jours ont été les plus longs de la vie de Jacques. Il ne pouvait ni manger, ni dormir, ni se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que la possibilité que ses filles soient en vie et souffrent pendant qu'il avait gâché des années dans le chagrin. Marc a dû l'empêcher physiquement de retourner au campement toutes les quelques heures. Pendant ce temps, Jacques s'est mis à se souvenir de détails qu'il avait enfouis dans sa douleur. L'habitude de Lila de ranger ses crayons de couleur par couleur, l'obsession de Rosalie pour les barrettes papillons, la façon dont elles fronçaient toutes les deux le nez lorsqu'elles se concentraient pour dessiner. Chaque petit geste qu'il avait remarqué chez les filles sans abri correspondait parfaitement à ses souvenirs. Le 2e jour, Jacques a fait une autre tentative pour les approcher. Cette fois-ci, il a apporté du matériel artistique, des crayons de couleur, des livres de coloriage et de petits carnets de croquis. Quand il les a trouvés sous le pont, il s'est assis près d'elle sans rien dire, sortant simplement un carnet de croquis et commençant à dessiner. Rosalie s'est approchée la première, vaincue par la curiosité. « Attention, qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle doucement. « Une maison », répondit Jacques, en lui montrant son croquis. « Avec un grand jardin où les enfants peuvent jouer en toute sécurité », ajouta-t-il. Rosalie étudia le dessin avec attention. « Je peux essayer ?» demanda-t-elle, et Jacques lui tendit le bloc et les crayons. Ce qui se passa ensuite lui coupa le souffle. Rosalie rangea automatiquement les crayons par couleur avant d'en choisir un, exactement comme Lila avait l'habitude de le faire. Puis elle se mit à dessiner avec une grande concentration, la langue légèrement tirée, comme Rosalie avait l'habitude de le faire quand elle réfléchissait intensément. « Elle fait toujours ça », dit Lila, en remarquant que Jacques la regardait. Depuis qu'elle était petite, Rosie organisait toujours tout avant de commencer. « Elle fait toujours ça », dit Lila, remarquant que Jacques observait.
Depuis qu'elle est petite, Rosie organise tout avant de commencer Rosie. La voix de Jacques n'était qu'un murmure. C'était le surnom que sa famille avait donné à Rosalie, utilisé uniquement par lui et Élise. Les yeux de Lila s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisait ce qu'elle venait de dire. « Je ne sais pas pourquoi, je l'ai appelée comme ça. Ça me semble juste. » Rosalie finit son dessin et le montra à Jacques. C'était l'image de 2 filles tenant la main d'un homme et d'une femme, tous debout devant une maison avec des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. En haut, elle avait écrit soigneusement « Ma famille » dans les rêves. Les mains de Jacques tremblaient tandis qu'il examinait le dessin. L'homme sur le dessin portait des lunettes, tout comme lui. La femme avait de longs cheveux blonds, tout comme Élise. Et les 2 filles ressemblaient exactement à Lila et Rosalie. « Racontez-moi ces rêves », dit Jacques doucement. « On n'a pas le droit », dit Lila rapidement. Mais Rosalie avait déjà commencé à parler. « Il y a une grande maison avec un escalier blanc et une porte bleue. Et il y a un chien doré, qui aime courir après les balles. La jolie dame fait des crêpes qui ressemblent à des fleurs, et l'homme nous lit des histoires sur des princesses courageuses. » Jacques se sentit des larmes couler sur son visage. Leur maison avait un escalier blanc et une porte bleue. Leur Golden Retriever Buddy était mort 2 ans avant le prétendu accident. Élise avait fait des crêpes en forme de fleurs tous les dimanches, et Jacques leur avait lu des contes de fées tous les soirs. « L'homme de tes rêves », murmura Jacques. « Est-ce qu'il te dit toujours quelque chose de spécial avant de te coucher ?» Rosalie acquiesça solennellement. « Il dit qu'il nous aime plus que toutes les étoiles dans le ciel, et que peu importe où nous irons, nous serons toujours ses petites princesses. » C'était en ces mots exacts, la même phrase qu'il leur avait murmurée chaque soir de leur vie. Lorsque les résultats du test ADN arrivèrent le lendemain matin, Marc trouva Jacques assis dans sa cuisine, fixant le dessin de Rosalie. « Jacques, » dit Marc, doucement, « c'est confirmé. Il y a 99,9% de chances que ce soient tes filles. » Jacques acquiesça avec un calme surprenant. « Je le savais déjà, » dit-il en touchant doucement le dessin. « La question maintenant, c'est qui me les a enlevés et comment on va leur faire payer. » La quête de la vérité était sur le point de commencer, et Jacques n'aurait pas de repos tant qu'il n'aurait pas obtenu des réponses et justice pour sa famille. L'enquête de Marc avançait avec une précision méthodique. En moins d'1 semaine, il avait retracé le parcours de la petite fille dans le système d'aide sociale à l'enfance, découvrant une série de documents falsifiés et de négligences administratives qui firent bouillir le sang de Jacques de rage. Elles avaient été amenées aux services sociaux il y a 3 ans, expliqua Marc en étalant des dossiers sur la table à manger de Jacques, répertoriés comme mineurs abandonnés, âgés d'environ 6 ans, sans pièce d'identité. La personne chargée de les accueillir était Sarah Mitchell. Elle travaille toujours là-bas et elle a accepté de nous parler. Sarah Mitchell était une femme d'une 50aine d'années, à l'air fatiguée, qui avait vu trop d'enfants brisés passer par son bureau. Quand elle a vu les photos de Lila et Rosalie, son visage s'est immédiatement adouci en les reconnaissant. « Ces adorables bébés », a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de Jacques. « Je ne les oublierai jamais. Elles étaient tellement traumatisées quand elles sont arrivées. Elles n'ont pas parlé pendant des semaines, mais elles avaient quelque chose de spécial. Elles avaient cette lumière intérieure qui ne s'éteignait pas. « Qui les a amenées ?» demanda Jacques, la voix tendue par l'émotion qu'il réprimait. « Une femme, bien habillée, qui a dit qu'elle les avait trouvées errant près de l'autoroute. Elle a dit qu'elle avait essayé de retrouver leurs parents, mais qu'elle n'avait pas pu. » Sarah fit une pause, observant le visage de Jacques. « Tu sais,
Maintenant que je te vois, il y a vraiment une ressemblance. » Les filles parlaient de rêves, des rêves d'un père qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Marc se pencha en avant. « Tu te souviens d'autre chose, à propos de la femme qui les a amenés. » L'expression de Sarah s'assombrit. Elle était super insistante sur certains points. Elle disait que les filles avaient été abandonnées, que personne ne les chercherait. Elle a même fourni de faux dossiers médicaux, disant qu'elle vivait dans la rue depuis des mois. Mais voilà le truc. Ces filles étaient propres, bien nourries et visiblement aimées. Elles connaissaient des comptines, avaient de bonnes manières et savaient lire des mots simples. Elles avaient récemment vécu dans un foyer aimant. Jacques sentit sa poitrine se serrer. À quoi ressemblait cette femme, brune, la quarantaine, vêtue de vêtements chers? Elle insistait pour que les filles soient prises en charge rapidement. Elle disait qu'elle craignait qu'elles ne soient traumatisées par la bureaucratie. Sarah sortit un dossier. Elle nous laissa un numéro à appeler si on avait des questions. Mais quand j'ai essayé d'appeler plus tard, la ligne était coupée. Marc montra à Sarah une photo sur son téléphone, la photo de profil de Victoria sur les réseaux sociaux. Sarah sortit un dossier. Elle avait laissé un numéro au cas où on aurait des questions. Mais quand j'ai essayé d'appeler plus tard, la ligne était coupée. Marc montra à Sarah une photo sur son téléphone, la photo de profil de Victoria sur les réseaux sociaux. C'est cette femme. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. C'est elle, sans aucun doute. Je n'oublie jamais un visage, surtout quand quelque chose me dérange dans une affaire. Les pièces se mirent en place avec une clarté dévastatrice. Victoria avait réussi à enlever les filles, les avait retenues pendant des mois en simulant leur mort, puis les avait abandonnées au système d'aide sociale lorsque maintenir la supercherie était devenu trop difficile. Il y a plus, continua Sarah. Les filles ont été avec nous pendant 2 ans, des enfants adorables, mais elles ne se sont jamais attachées à aucune famille d'accueil. Elles parlaient sans arrêt de leur vrai papa et du jour où il viendrait les chercher. On a essayé la thérapie, mais elles ont insisté sur le fait que leurs rêves de leur père étaient des souvenirs, pas des fantasmes. Le cœur de Jacques se brisa en imaginant ses filles dans des familles d'accueil, croyant qu'il les avait abandonnées, s'accrochant à des rêves qui étaient en fait des souvenirs de leur vie ensemble. Et après, demanda Marc, elles se sont enfuies de leur 4e famille d'accueil, il y a environ 6 mois. La famille n'était pas idéale. Les filles ont laissé un mot, disant qu'elles allaient retrouver leur vrai père par elles-mêmes. La voix de Sarah se brisa légèrement. Je les ai cherchées depuis, dans l'espoir qu'elles reviennent, mais elles ont disparu dans les rues. Alors qu'ils quittaient le bureau, Jacques ressentit une rage qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Victoria ne s'était pas contentée de lui voler ses filles. Elle les avait condamnées à des années passées dans des institutions et dans la rue, alors qu'il pleurait des enfants qui étaient vivants et le cherchaient. « On a besoin de plus de preuves, » dit Marc, alors qu'ils étaient assis dans la voiture. « Assez pour la faire fermer pour de bon. Et l'argent de l'assurance vie ?» demanda Jacques. « Suis la piste de l'argent. » Marc acquiesça d'un air sombre. « J'ai déjà commencé. Victoria a touché 2 millions de dollars de l'assurance vie, des polices qui ont été mystérieusement modifiées quelques mois avant le prétendu accident. Elle vit de cet argent depuis 3 ans. » Jacques regarda la ville où ses filles se cachaient, effrayées et seules. Elle a détruit leur enfance. Marc, elle leur a volé 3 ans de leur vie, 3 ans de la mienne. Elle leur a fait croire que je les avais abandonnées alors que je les croyais mortes. On l'aura, promis Marc. Mais d'abord, on doit retrouver les filles et les mettre en sécurité. Parce que si Victoria se rend compte qu'on se rapproche, elle pourrait essayer de faire taire les seuls témoins qui peuvent la détruire.
Jacques acquiesça, mais en son fort intérieur, il préparait déjà quelque chose que Marc n'approuverait pas. Il en avait assez d'être patient, d'être prudent. Victoria avait déclenché une guerre le jour où elle lui avait volé ses filles. Il était temps d'en finir. Victoria Moreau faisait les 100 pas dans son luxueux appartement, ses ongles manucurés tapotant son verre de vin, tandis qu'elle contemplait les lumières de la ville en contrebas. Les 3 dernières années avaient été parfaites. 2 millions de dollars d'assurance, une vie confortable et la satisfaction de savoir qu'elle avait enfin obtenu ce qu'elle méritait. Élise avait toujours été l'enfant chérie, celle que leurs parents adoraient. Belle, talentueuse, Élise avait un mari parfait et des jumeaux adorables, tandis que Victoria avait connu 2 mariages ratés et une série d'emplois sans avenir. Quand Élise était morte dans cet accident de voiture, Victoria avait vu une opportunité et une tragédie. Sauf qu'Élise n'était pas morte dans un accident. Elle était morte d'une crise cardiaque soudaine, alors qu'elle rendait visite à Victoria, la laissant seule avec 2 enfants, confus et effrayés, qui ne cessèrent de demander leur papa. Les polices d'assurance avaient été faciles à falsifier. Victoria avait travaillé dans le domaine des assurances pendant des années avant son dernier divorce. Les certificats de décès avaient coûté plus cher, mais c'était de l'argent bien dépensé. Le plan était simple, cacher les filles pendant qu'elle officialisait leur décès, puis leur trouver une belle famille adoptive loin de là, où elles ne causeraient jamais de problème. Mais les enfants étaient trop traumatisés, trop difficiles à placer dans une famille privée. Le placement en famille d'accueil semblait être la solution idéale, jusqu'à ce qu'elles s'enfuient et disparaissent dans la ville. Pendant 6 mois, Victoria avait dormi paisiblement, pensant qu'elles étaient mortes ou loin. Les enfants des rues ne survivaient pas longtemps, et 2 petites filles, sans aucune compétence de survie, auraient été particulièrement vulnérables. Le problème était réglé jusqu'à ce que son contact au service de police l'appelle ce matin-là. Quelqu'un posait des questions sur une affaire datant de 3 ans. Le détective Reynolds l'avait prévenu. Une enquête sur la disparition d'Élise Moreau et de 2 enfants. Un type nommé Jacques Moreau. C'est pas ton beau-frère. Victoria avait senti son sang se glacer. Jacques était censé être brisé, drogué par le chagrin et les antidépresseurs. Il n'était pas censé enquêter sur quoi que ce soit. Quel genre de questions? Elle avait demandé le genre de questions qui laissait penser qu'il pensait que sa famille était peut-être en vie. Victoria se tenait maintenant à sa fenêtre, l'esprit parcourant toutes les possibilités. Si Jacques posait des questions, cela signifiait qu'il avait vu quelque chose, ou quelqu'un qui avait éveillé ses soupçons. Et si ses filles étaient toujours dans la ville, toujours en vie, elles étaient des preuves vivantes qui pouvaient tout détruire. Victoria prit son téléphone et composa un numéro qu'elle espérait ne jamais avoir à utiliser. « Ri, c'est Victoria. J'ai besoin de ton aide pour un problème. » Ri Kowalski avait géré des problèmes discrets pour des clients fortunés tout au long de sa carrière. Il ne posait pas de questions inutiles et apportait des solutions permanentes. « Quel genre de problème ?» demanda-t-il d'une voix grave. « 2 enfants, peut-être âgés de 8 ans, sans domicile fixe, probablement dans le centre-ville. Ils doivent disparaître définitivement avant de pouvoir parler aux mauvaises personnes. »« Des enfants, dirait d'un ton dégoûté. Ce n'est pas mon tarif habituel de 100 000 $, l'interrompit Victoria, en espèces, sans poser de questions. Il y eut un silence. Description. Jumeaux identiques, cheveux auburn, yeux verts. Ils sont toujours ensemble. Ils ne se séparent jamais. Harry doit faire en sorte que ça ressemble à un accident. Les enfants des rues meurent tout le temps d'overdose ou d'hypothermie. Et le père qui pose des questions. Victoria réfléchit à la question.
Jacques avait toujours été faible, sujet à la dépression et à l'anxiété. Il avait à peine survécu à la perte de sa famille une fois. S'il se rapproche trop de la vérité, incluez-le dans l'accident. Un veuf accablé de chagrin se suicide. Très crédible compte tenu de son passé. Compris, il me faudra la moitié d'avance. Lorsque Victoria raccrocha, elle ressentit une satisfaction familière. Elle avait travaillé trop dur pour sa vie confortable, pour laisser ses sentiments la détruire. Maintenant, Élise était morte. L'argent de l'assurance lui revenait de droit, et ses enfants étaient une affaire à régler qui aurait dû être réglée il y a des années. Si Jacques voulait jouer au détective, il pouvait rejoindre sa précieuse famille dans l'au-delà. Victoria se servit un autre verre de vin et le leva dans un toast moqueur à la ville en contrebas, aux retrouvailles familiales en enfer, murmura-t-elle, avant de boire une longue gorgée satisfaisante. D'ici demain, ses problèmes seraient résolus définitivement. L'attaque survint sans prévenir, un mardi soir brumeux. Lila et Rosalie venaient de terminer leur routine quotidienne, chanter pour les banlieusards, aux arrêts de bus, partager un repas McDonald's derrière la benne à ordures, puis retourner dans leur abri de carton sous le pont Morrison. Elles s'installaient pour la nuit, lorsque 3 hommes émergèrent de l'ombre, le visage dur et déterminé. Les filles avaient appris à reconnaître le danger au cours de leurs mois passés dans la rue, et tous leurs instincts leur criaient de courir. « Les voilà !» dit le plus grand des hommes, d'une voix qui portait loin, avec un accent qui fit se nouer l'estomac de Rosalie. Des jumelles, comme la dame l'avait dit. Lila attrapa la main de Rosalie et s'enfuit, leurs pieds nus frappant le béton, alors qu'elle s'enfonçait dans le labyrinthe de poutres de soutien et de campements de sans-abri. Derrière elle, des pas lourds les poursuivaient, se rapprochant à chaque foulée désespérée. « Séparons-nous » murmura Lila, alors qu'elles atteignaient une jonction entre 2 passages. « Non » cria Rosalie, « on reste ensemble, tu te souviens? Toujours ensemble. » Mais Lila poussait déjà sa sœur vers une ouverture de tuyau d'évacuation. « Cache-toi, je vais les éloigner. » Rosalie regarda avec horreur Lila courir dans la direction opposée, attirant l'attention des hommes. Elle entendit des cris, puis un bruit sourd, puis le cri de douleur de Lila résonnait dans le passage souterrain. 30 minutes plus tard, Rosalie revint en rampant et trouva Lila recroquevillée contre un pilier en béton, le bras gauche pendouillant dans une position anormale, du sang coulant d'une entaille sur son front. « Ils ont dit qu'on était censés être mortes depuis longtemps », murmura Lila à travers ses larmes. « Ils ont dit que quelqu'un n'en avait marre d'attendre. » Rosalie aida sa sœur à rejoindre leur cachette. Les 2 filles tremblaient de choc et de douleur. Pour la première fois depuis qu'elles avaient fui le système d'accueil, elles étaient vraiment terrifiées. Les rues étaient dangereuses, mais c'était différent. Quelqu'un les traquait spécifiquement. « On a besoin d'aide » dit Rosalie, la voix tremblante. « De l'aide de qui ?» demanda Lila amèrement. « Les adultes mentent. Les adultes nous ont entendus. Les adultes nous abandonnent. » Mais Rosalie pensait à l'homme aux yeux tristes qui leur rendait visite, leur apportait à manger et leur posait des questions gentilles. L'homme qui connaissait leurs chansons, qui ressemblait au père de leurs rêves, et le gentil monsieur qui dessine. « Il est probablement comme tous les autres, » dit Lila, mais sa voix manquait de conviction. Alors que l'aube se levait sur la ville, les filles se dirigèrent lentement vers le quartier financier. Lila s'appuyait lourdement sur Rosalie pour se soutenir. Elles trouvèrent Jacques exactement là où Rosalie l'avait espéré, assis sur un banc près de l'arrêt de bus, tenant un sac de nourriture et scrutant la foule avec des yeux inquiets. Quand il les vit approcher, ensanglantés et boitants, son visage devint blanc de choc et de rage. « Oh mon Dieu,
Que s'est-il passé? Jacques tomba à genoux devant elle, les mains hésitantes, voulant les aider, mais craignant de les effrayer en aurait plus. « Des méchants sont venus nous chercher », dit simplement Rosalie. « Ils ont dit qu'on était censés être mortes. » Jacques sentit son monde basculer dangereusement. Quelqu'un essayait activement de faire du mal à ses filles, et elles étaient venues le chercher pour qu'il les protège. Pour la première fois en 3 ans, Lila et Rosalie avaient besoin de leur père, et elles avaient instinctivement su où le trouver. « Ne nous quitte pas », murmura Rosalie, et les mots, qui brisèrent le cœur de Jacques, sortirent comme une prière. « Papa !» Lila écarquilla les yeux en entendant sa sœur, mais elle ne la corrigea pas. Au lieu de ça, elle regarda Jacques avec un espoir désespéré. « Tu peux faire partir les méchants ?» Jacques serra les 2 filles doucement dans ses bras, sentant leur petit corps trembler contre lui. Elle sentait la peur des rues, mais sous cette odeur, il perçut une touche de shampoing pour bébé qui lui rappelait les routines du coucher d'autrefois. « Oui », dit-il fermement, la voix chargée d'émotion et de détermination. « Papa va les faire arrêter. Je te promets que tu n'auras plus jamais à courir. » Pour la première fois en 3 ans, Jacques Moreau avait retrouvé ses filles dans ses bras, et il était prêt à mourir plutôt que de laisser quelqu'un les lui enlever à nouveau. Mais d'abord, il devait trouver qui voulait la mort de 2 enfants sans abri, et pourquoi cette personne était prête à tuer pour garder son secret. En moins de 24 heures, la maison de Jacques était devenue une forteresse. Il avait engagé des gardes du corps, installé de nouveaux systèmes d'alarme et installé les filles dans la chambre principale où il pouvait les protéger. Le bras de Lila était dans le plâtre et les 2 enfants sursautaient au moindre bruit inattendu. Mais pour la première fois depuis des mois, elles étaient propres, nourries et en sécurité. Du moins, c'est ce que pensait Jacques. Le docteur Patricia Hayes, la psychologue pour enfants que Jacques avait consultée, travaillait avec les filles pour les aider à surmonter leur traumatisme. « Elles sont remarquablement résistantes », lui avait-elle dit, après la première séance. Mais elles ont été en mode survie pendant si longtemps qu'il leur faudra du temps pour croire qu'elles sont vraiment en sécurité. Ce temps s'est écoulé à 2h47 du matin jeudi soir. Jacques a été réveillé en sursaut par une odeur de fumée. L'alarme de sécurité hurlait, mais sous le bruit, il pouvait entendre quelque chose de bien plus terrifiant. Le crépitement des flammes et ses filles qui criaient son nom. « Papa, papa, à l'aide !» Le couloir était déjà rempli de fumée, le feu se propageant à une vitesse anormale. Jacques attrapa une serviette mouillée et se fraya un chemin jusqu'à la chambre principale, où il trouva Lila et Rosalie blotties l'une contre l'autre sur le lit, paralysées par la terreur. « Jetez !» haleta Jacques, en les enveloppant dans des couvertures et en les soulevant tous les 2. « Accrochez-vous bien à papa. » La fuite fut un cauchemar fait de fumée, de chaleur, de bris de verre et de sirènes. Jacques réussit de justesse à sortir de la maison avant que le toit ne s'effondre, emportant avec lui toutes les photos, tous les souvenirs, toutes les traces de la vie qu'il avait essayé de reconstruire. Assise à l'arrière de l'ambulance, regardant leur maison brûlée, Rosalie tira sur la chemise de Jacques. « Les méchants nous ont retrouvés, n'est-ce pas ?» Jacques acquiesça d'un air sombre. Les pompiers allaient au plus tard confirmer ce qu'ils savaient déjà. Un accélérant avait été utilisé. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait essayé de tuer sa famille pendant qu'il dormait. « On ne peut pas, Resiriti », murmura Lila, la voix vide de résignation. « Il arrive des choses terribles aux gens qui essaient de nous aider. »« Non », dit Jacques, avec fermeté en les serrant contre lui. « Il arrive des choses terribles aux gens qui essaient de nous faire du mal. Il y a une différence. » Mais au fond de lui, Jacques commençait à comprendre l'ampleur de ce à quoi
Ils étaient confrontés. Quelqu'un avait suffisamment de ressources pour engager des tueurs, falsifier des documents et orchestrer des tentatives d'assassinat. Il ne s'agissait pas simplement de couvrir un crime, c'était la guerre. Marc arriva alors que les camions de pompiers partaient, le visage sombre. « Jacques, il faut qu'on parle. J'ai fouillé dans les finances de Victoria et j'ai trouvé quelque chose. » Il jeta un coup d'œil aux filles. « On devrait peut-être parler en privé. Plus de secrets, dit Jacques. Elles ont déjà subi assez de mensonges. » Marc hésita, puis acquiesça. Victoria n'a pas seulement touché l'argent de l'assurance vie, elle a puisé dans l'héritage d'Élise. De l'argent qui aurait dû revenir aux filles. Près de 3 millions de dollars en tout. Si les filles sont retrouvées vivantes, elle perd tout et risque plusieurs accusations criminelles. Donc elle essaie de les tuer pour garder l'argent, dit Jacques. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. C'est pire que ça, continua Marc. J'ai trouvé des preuves qu'elle planifiait ça depuis des années, même avant la mort d'Élise. Victoria se positionnait comme bénéficiaire de divers comptes et polices d'assurance. Je pense, Jacques, je pense qu'elle a peut-être aussi tué Élise. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Jacques baissa les yeux vers ses filles, qui écoutaient avec l'attention grave d'enfants, obligés de grandir trop vite. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Rosalie doucement. Jacques sentit quelque chose se durcir en lui, une rage protectrice qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ses filles avaient dépassé 3 ans, à croire qu'elles avaient été abandonnées, à vivre dans la rue, à fuir des tueurs. Tout ça pour que Victoria puisse vivre confortablement grâce à l'argent du sang. « On disparaît, » dit finalement Jacques. « Tous, nouveaux noms, nouvelle ville, nouvelle vie. On laissera Victoria croire qu'elle a gagné pendant que Marc montra un dossier en béton contre elle. Mais si elle nous retrouve ?» demanda Lila, en touchant inconsciemment son plâtre. Jacques croisa son regard et, pour la première fois, elle ne vit pas l'homme brisé et en deuil qui leur rendait visite, mais le père qui remuerait ciel et terre pour protéger ses enfants. Alors elle découvrira ce qui arrive quand quelqu'un menace ma famille, dit Jacques doucement. Je t'ai perdu une fois à cause de mensonges. Je ne te perdrai pas à nouveau à cause de la violence. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture des restes en feu de leur maison, Jacques fit un vœu silencieux. Victoria Moreau avait déclenché cette guerre en lui volant ses filles et leur enfance. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle lui avait rendu la seule chose qui valait la peine d'être défendue. Maintenant, la vraie bataille allait commencer. La Planque était un petit appart à la périphérie de la ville. Rien à voir avec le foyer chaleureux que Jacques avait essayé de créer pour ses filles. Mais c'était sûr, anonyme et, surtout, ça lui donnait le temps de réfléchir. Pendant 3 jours, Jacques a lutté avec une décision impossible. Chaque instant passé avec Lila et Rosalie était précieux. Les regarder lentement reprendre confiance et entrevoir les enfants rayonnants qu'elles avaient été autrefois. Mais chaque moment passé ensemble les exposait également à un danger mortel. Les ressources de Victoria semblaient inépuisables. Elle les avait déjà retrouvées 2 fois, et Jacques savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne les retrouve à nouveau. Ses filles avaient besoin de plus que son amour. Elles devaient être invisibles, jusqu'à ce que Victoria soit arrêtée pour de bon. « On doit se séparer », finit par dire Jacques à Marc le 4e soir, la voix brisée par le poids de sa décision. C'est le seul moyen de les garder en vie. Marc leva les yeux de son ordinateur portable, où il était en train de rassembler des preuves contre Victoria. « Jacques, elle commence tout juste à te faire à nouveau confiance. Si tu les abandonnes maintenant, je ne les abandonnerai pas, dit Jacques, avec férocité. Je les sauve. » Le plan était simple et dévastateur. Jacques allait faire un geste public
pour abandonner son enquête, apparemment brisée par l'incendie et les tentatives d'assassinat. Il accepterait publiquement un arrangement de Victoria, de l'argent pour l'aider à reconstruire sa vie, en échange de la fin de sa recherche illusoire, de sa famille décédée. Pendant ce temps, Lila et Rosalie seraient placées dans un établissement sécurisé sous des noms d'emprunt, protégés par des marshals fédéraux jusqu'à ce que Victoria puisse être arrêtée. Aux yeux du monde, Jacques semblerait vaincu et Victoria croirait qu'elle avait gagné. « Les filles vieilles vont penser que je les ai encore abandonnées, » dit Jacques, le regard fixé sur les lumières de la ville. « Elles vont me détester. Mieux vaut qu'elles te détestent et qu'elles restent en vie, » répondit Marc d'un ton sinistre. « On est presque arrivé, Jacques. J'ai suffisamment de preuves pour porter plainte au niveau fédéral. Mais j'ai besoin de temps pour monter un dossier en béton. Victoria a trop de relations pour prendre le risque d'un dossier fragile. » Le lendemain matin, Jacques était assis sur le bord du lit où sa fille dormait, mémorisant leur visage dans la lumière matinale. Le bras de Lila guérissait bien et Rosalie commençait à faire moins de cauchemars. Elle commençait à ressembler à des enfants à nouveau, plutôt qu'à des survivantes. « Papa !» Rosalie ouvrit les yeux, sentant sa présence. « Pourquoi es-tu triste ?» Jacques lui caressa les cheveux, retenant ses larmes. « Je dois partir quelque temps, ma chérie, pour te protéger, toi et Lila. » Les deux filles se réveillèrent instantanément, la terreur peinte sur leur visage. « Non. » Lila attrapa son bras de sa main valide. « Tu avais dit que tu ne nous quitterais pas. Tu avais promis. »« Je ne pars pas pour toujours, » dit Jacques, même si les mots lui semblaient être du verre dans sa gorge. « Il y a des gens méchants qui veulent te faire du mal à cause de moi. Si je pars, ils arrêteront de te chercher. On s'en fiche des gens méchants, » pleura Rosalie en se jetant contre lui. « On veut rester avec toi, » dit Jacques, en les serrant toutes les deux contre lui, respirant leur parfum, sentant leur petit cœur battre contre sa poitrine. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, plus difficile que de faire le deuil de leur mort présumée, plus difficile que 3 années de dépression, plus difficile que de voir sa maison brûler. « Je vous aime plus que toutes les étoiles dans le ciel », murmura-t-il, en utilisant leur vieille phrase du coucher. « Et c'est exactement pour ça que je dois partir. » 2 heures plus tard, Jacques se tenait devant le centre sécurisé où ses filles allaient être cachées. À travers la vitre, il pouvait les voir dans la salle d'accueil, ne s'accrochant plus à lui, mais assises à part, le visage vide, avec le même air protecteur qu'elles arboraient dans la rue. Lila ne voulait pas le regarder. Rosalie continuait de se tourner vers la porte, comme si elle s'attendait à ce qu'il change d'avis. « Elles seront en sécurité ici », lui assura le marshal. « De nouvelles identités, un accompagnement psychologique, une éducation. Elles auront tout ce dont elles ont besoin. Tout sauf leur père, » pensa Jacques. Tout sauf la seule personne qui les avait enfin convaincues qu'elles méritaient d'être aimées. Alors qu'il s'éloignait, il entendit Rosalie l'appeler. « Papa, s'il te plaît, on sera sage, on ne fera plus de problème. » Jacques continua à marcher, les larmes coulaient sur son visage, sachant que le dernier souvenir que sa fille aurait de lui serait celui d'avoir été abandonné à nouveau. Mais si cela leur permettait de rester en vie assez longtemps pour que justice soit faite, ils supporteraient cette douleur pour toujours. Victoria avait gagné cette bataille, mais Jacques ne se rendait pas. Il préparait la guerre qui la détruirait une fois pour toutes. Le foyer pour enfants Riverside avait l'air sympa vu de l'extérieur. C'était un ancien manoir avec des jardins et des aires de jeu. Mais pour Lila et Rosalie, c'était comme une autre prison, un autre endroit où les adultes faisaient des promesses qu'ils ne tiendraient pas. « Ton père reviendra. » Le conseiller M. Amandine n'arrêtait pas de leur dire. « Il te protège. » C'est tout. Mais les filles avaient déjà entendu ces mots. Des parents d'accueil qui avaient promis un foyer
pour toujours, des travailleurs sociaux qui avaient juré qu'ils trouveraient leur vraie famille, des adultes qui avaient souri et menti, puis qui avaient fini par partir. « Il ne reviendra pas », a déclaré Lila d'un ton neutre lors de leur 3e jour dans le centre. Elle s'était repliée dans la carapace froide qui l'avait protégée dans la rue, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, ne faisant confiance à personne. Rosalie était pire. Elle avait complètement arrêté de parler et passait des heures à regarder par la fenêtre la route où leur père avait disparu. Elle mangeait à peine, dormait à peine, et quand elle rêvait, elle se réveillait en pleurant son papa. D'une voix qui brisait le cœur de tous les membres du personnel, il a dit qu'il nous aimait plus que les étoiles, murmura finalement Rosalie à Lila un soir. Mais il est parti quand même, comme tous les autres. Pendant ce temps, Jacques était assis dans sa chambre d'hôtel vide, regardant les reportages sur sa reddition publique. Les médias s'étaient jetés sur l'histoire. Un père en deuil accepte la réalité de la mort de sa famille. Victoria avait même donné une interview dans laquelle elle jouait le rôle de la belle-sœur inquiète pour la santé mentale de Jacques. Il a vécu un tel traumatisme, avait déclaré Victoria aux caméras, les yeux convenablement humides de fausses larmes. Je veux juste qu'il trouve la paix et qu'il passe à autre chose. Élise et les filles ne voudraient pas qu'il se torture, avec de faux espoirs. Jacques éteignit la télévision, les mains tremblantes de rage. Victoria jouait le rôle de la parente compatissante, tandis que sa fille était en détention préventive, croyant qu'elles avaient été abandonnées une fois de plus. Marc appelait tous les jours pour donner des nouvelles. L'affaire fédérale est solide, rapportait-il. Falsification de documents, fraude à l'assurance, mise en danger d'enfants, tentative de meurtre. Mais les avocates de Victoria traînent en justice, déposant des motions, affirmant que les preuves sont circonstancielles. « Combien de temps encore ?» demanda Jacques. « Des semaines, peut-être des mois. Ces choses prennent du temps. » Jacques ferma les yeux, imaginant les visages de ses filles s'endurcir chaque jour. Leur confiance s'érodait à chaque coucher de soleil qui ne le ramenait pas vers elle. De retour au centre, Rosalie avait commencé à faire des cauchemars violents dans lesquels elle a été poursuivie par des hommes et un incendie. Elle se réveillait en appelant Jacques, puis se souvenait qu'il était parti, et le silence qui suivait était déchirant. « On doit se tirer d'ici, » dit Lila à sa sœur. « On doit le retrouver et lui faire dire pourquoi il est parti et s'il ne veut plus de nous, » murmura Rosalie. Lila serra les mâchoires avec une détermination qui contrastait avec ses 8 ans. « Alors, on le forcera à nous vouloir. On est des filles bien, Rosie. On chante bien et on ne fait pas de bêtises. Si on arrive à lui rappeler combien il nous aimait avant, peut-être qu'il nous ramènera à la maison. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur séparation, Rosalie sourit. « Allons chercher papa, » dit-elle. Aucune des 2 sœurs ne savait que leur père restait éveillé toutes les nuits à regarder leurs dessins accrochés au mur de sa chambre d'hôtel, à murmurer leurs noms dans l'obscurité et à compter les étoiles auxquelles il avait promis de les aimer plus que tout. La séparation les détruisait tous, mais Jacques s'accrochait à un espoir. Quand tout ça serait fini, quand Victoria serait derrière les barreaux, il passerait le reste de sa vie à prouver à ses filles que certaines promesses méritent d'être tenues. La cupidité de Victoria causa sa perte. 3 semaines après la prétendue reddition de Jacques, elle commit l'erreur que Marc attendait. Se croyant intouchable, Victoria contacta directement Jacques pour lui demander plus d'argent afin de l'aider et à refaire sa vie. « Je pense que 50 000 $ serait un prix juste, » dit-elle lors d'un déjeuner dans un restaurant chic du centre-ville. « Considère ça comme une thérapie. Après tout,
J'ai été très patiente avec tes illusions sur la survie des filles. Jacques, équipé d'un micro fourni par le FBI, joua son rôle à la perfection. Le veuf, brisé, désespéré de retrouver la paix. « Je veux juste oublier », a-t-il dit, sa voix soigneusement modulée pour paraître abattu. Les rêves, les hallucinations, où je les vois, je n'en peux plus. Victoria a souri, sa confiance la rendant insouciante. Je te comprends parfaitement. Le chagrin peut nous faire voir des choses qui n'existent pas. Heureusement que j'ai pu m'occuper de tout après l'accident. La crémation, les demandes d'indemnisation. Tu n'étais pas en état de t'occuper de ces détails. L'argent de l'assurance, dit Jacques doucement. Élise ne m'a jamais dit qu'elle avait changé les bénéficiaires. Elle pensait à l'avenir des filles, mentit Victoria avec aisance. Elle voulait s'assurer qu'elle ne manque de rien. Bien sûr, après l'accident, l'argent est allé à leurs proches. Dans ta famille, on s'occupe des nôtres. Jacques, j'ai utilisé cet argent pour honorer la mémoire d'Élise. J'ai utilisé cet argent pour honorer la mémoire d'Élise. Les yeux de Victoria brillaient alors qu'elle mordait à l'hameçon, même si je suppose qu'il est normal que je partage une partie avec toi, compte tenu de ta souffrance. L'appareil d'enregistrement a capturé chaque mot incriminant, alors que Victoria détaillait comment elle s'était occupée des arrangements, comment l'argent avait été correctement distribué et comment Jacques devait accepter la réalité et cesser de courir après des fantômes. Pendant ce temps, Marc avait retrouvé les documents originaux que Victoria pensait avoir détruits. Cachés dans un coffre-fort, sous son nom de jeune fille, se trouvaient les véritables polices d'assurance, le testament inchangé d'Élise nommant Jacques comme bénéficiaire, et le plus accablant de tous, des faux certificats de décès, avec des dates et des signatures modifiées. Elle gardait des trophées. Marc expliqua aux agents du FBI qui examinaient les preuves à quel point elle se croyait maligne. La dernière pièce du puzzle vint d'une source inattendue. Ray Kowalski, le tueur à gages engagé par Victoria, avait été arrêté pour des faits sans rapport avec cette affaire. Face à la perspective de passer le reste de sa vie en prison, il a décidé de coopérer et a fourni des enregistrements de ses conversations avec Victoria au sujet de l'élimination des témoins gênants. Elle voulait que je tue 2 enfants, a déclaré Ray aux enquêteurs d'un ton neutre. Elle disait qu'ils étaient témoins de quelque chose qui pouvait la détruire. Elle m'a offert 50 000 $ pour que ça ait l'air d'un accident. Alors que le filet se resserrait autour de Victoria, Jacques a reçu l'appel qu'il attendait depuis longtemps. « On passe à l'action demain matin », lui a dit l'agent du FBI Sarah Martinez. « On a assez de preuves pour la faire condamner à perpétuité. Fraude à l'assurance, complot en vue de commettre un meurtre, mise en danger d'enfants, falsification de documents. La liste est longue. » Jacques a fermé les yeux, sentant 3 années de rage et de chagrin, enfin trouver un exutoire. « Et mes filles, elles te seront ramenées immédiatement après l'arrestation. Ce cauchemar est presque terminé, Monsieur Moreau. » Cette nuit-là, Jacques se tenait sur le balcon de son hôtel, regardant les étoiles auxquelles il avait promis d'aimer ses filles plus que tout. Pour la première fois depuis des semaines, il se permit d'espérer. Demain, Victoria paierait pour chaque jour de souffrance qu'elle avait causé. Demain, la vérité les libérerait enfin tous. Et demain, s'il avait beaucoup de chance, ses filles apprendraient que certains pères ne cessent jamais de se battre pour les enfants qu'ils aiment. Le FBI arriva à l'appartement suite de Victoria à l'aube. Leur repère, des SUV noirs formant un périmètre autour du luxueux immeuble. Jacques observait depuis l'autre côté de la rue, tandis que des agents en gilet pare-balles prenaient d'assaut l'entrée, le cœur battant à tout rompre après 3 ans de rage refoulée.
Victoria Moreau fut arrêtée dans son pyjama en soie, le visage masqué par l'incrédulité et la fureur, tandis que l'agent Martinez lui lisait ses droits. « C'est ridicule !» hurla-t-elle alors que les menottes cliquetaient autour de ses poignets. « Vous ne pouvez rien prouver. Jacques est fou. Tout le monde le sait. Vous ne pouvez rien prouver. Jacques est fou. Tout le monde le sait. » Mais les preuves étaient accablantes. Les faux documents, les aveux enregistrés, le témoignage de Ray Kowalski sur les tentatives de meurtre. Les mensonges, soigneusement élaborés par Victoria, se sont effondrés en quelques heures. Ses avocats hors de prix ne pouvaient que regarder les accusations fédérales s'accumuler comme une avalanche de justice. Fraude à l'assurance, complot en vue de commettre un meurtre, mise en danger d'enfants, falsification de documents et complicité d'enlèvement. L'agent Martinez énuméra la liste des chefs d'accusation, tandis que les journalistes se rassemblaient à l'extérieur du tribunal. Made, Moreau, risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jacques n'attendit pas le cirque médiatique. Il roulait déjà à toute vitesse vers le foyer pour enfants de Riverside, les mains tremblantes sur le volant. Marc avait appelé avant. Lila et Rosalie l'attendaient, enfin libres de rentrer à la maison. Mais quand Jacques est arrivé au foyer, il a trouvé le chaos. Elles se sont enfuies cette nuit, a expliqué Mlle Amandine, le visage marqué par l'inquiétude. Elles ont laissé un mot disant qu'elles partaient à ta recherche. Nous avons envoyé des équipes de recherche toute la matinée. Jacques a senti son cœur s'arrêter. Ses filles étaient quelque part dans la ville, seules et vulnérables, croyant qu'il les avait abandonnées alors qu'il se battait pour les sauver. Où pouvaient-elles aller ? Demanda l'agent Martinez, qui avait suivi Jacques pour coordonner la sécurité. Jacques ferma les yeux, pensant comme ses filles plutôt que comme leur père. Où deux enfants effrayés pouvaient-elles aller pour retrouver l'homme qu'elles pensaient avoir trahi ? Le pont, dit-il soudainement. Elles retourneront là où elles se sentaient le plus en sécurité, leur ancien campement sous le pont Morrison. Le trafic du centre-ville semblait interminable. Jacques priait en silence pour que ses filles soient saines et sauves, qu'elles n'aient pas été blessées ou enlevées par quelqu'un d'autre dans leur recherche désespérée de réponses. Il les trouva exactement là où il l'avait prévu, blotties l'une contre l'autre, dans leur ancien abri de carton, maigres et sales après leur semaine de soins. Elles levèrent les yeux vers lui, le regard méfiant et le cœur brisé. « Tu es venu » murmura Rosalie, mais il n'y avait aucune joie dans sa voix, seulement une douleur confuse. « Je ne suis jamais parti » dit Jacques, en tombant à genoux devant elle. « Je me suis battu pour vous tous les jours. Tu as abandonné » l'accusa Lila d'une voix froide. « Tu as dit que nous étions trop difficiles, que les méchants arrêteraient si tu partais. » Jacques sentit des larmes couler sur son visage en regardant ses filles, tellement courageuses, tellement blessées, tellement prêtes à s'enfuir. S'il disait un mot de travers, la méchante personne, c'était ta tante Victoria, dit-il doucement. C'est elle qui vous a enlevés il y a 3 ans. C'est elle qui a envoyé des hommes pour vous faire du mal. Et c'est elle qui vous a fait croire que je ne voulais pas de vous. Le visage des filles changea lorsqu'elles comprirent. « Tante Victoria » murmura Rosalie. « Mais elle était gentille avec nous. Elle nous apportait des bonbons. Elle nous a menti à toutes, dit Jacques. Mais elle ne peut plus nous faire de mal. Elle est en prison et elle n'en sortira jamais. » Lila scruta son visage attentivement, à la recherche d'un signe de tromperie. « Vous ne nous avez pas vraiment quittés parce que nous étions méchantes. Vous ne pourriez jamais être assez méchante pour que je vous quitte, dit Jacques en ouvrant les bras. Je vous aime plus que toutes les étoiles du ciel. Souvenez-vous que c'était vrai à l'époque, c'est vrai maintenant, et ça le sera pour toujours. » Pendant un long moment, les filles hésitèrent. Puis, Rosalie se jeta dans ses bras, suivie immédiatement par Lila,
et Jacques serra ses filles contre lui pendant qu'elles pleuraient ensemble. Pour le temps perdu, pour la confiance brisée, pour la famille qu'elles étaient enfin libres de redevenir. « On peut rentrer à la maison maintenant, papa ?» demanda Rosalie à travers ses larmes. Jacques leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître dans le crépuscule. « Oui, ma petite fille, on peut enfin rentrer à la maison. » Tim, yam plus tard, le cabinet de thérapie était devenu aussi familier que leur maison. Le docteur Patricia Hayes souriait en regardant Jacques. Lila et Rosalie travaillèrent ensemble sur un puzzle, une activité simple qui leur avait pris des mois à réaliser sans larmes ni crise de panique. « C'est incroyable, Dr. Hayes, » dit Jacques en souriant. « Je ne pensais pas 6 mois plus tard. » Le cabinet de thérapie était devenu aussi familier que leur maison. Le docteur Patricia Hayes souriait en regardant Jacques, Lila et Rosalie travaillèrent ensemble sur un puzzle, une activité simple qui leur avait pris des mois à réaliser sans larmes ni crise de panique. « Comment vont les cauchemars, Rosalie ?» demanda le docteur Hayes doucement. Rosalie leva les yeux de la pièce de puzzle qu'elle tenait, ses yeux verts plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. « Ça va mieux, » répondit-elle. « Honnêtement, quand je fais des cauchemars, je vais dans la chambre de papa et il me chante la chanson de l'arc-en-ciel jusqu'à ce que je me rendorme. Et toi, Lila, comment ça se passe pour faire à nouveau confiance aux gens ?» Lila, qui avait toujours été la plus réservée des jumelles, réfléchit à la question. « C'est dur, admit-elle, mais papa a tenu sa promesse. Il a dit qu'il ne nous quitterait plus jamais, et il l'a fait, même quand j'étais méchante avec lui parce que j'avais peur. » Jacques se pencha vers elle et lui serra la main. « Tu n'étais pas méchante, ma chérie, tu te protégeais. C'est ce que font les filles courageuses. » Le chemin pour redevenir une famille n'avait pas été facile. Il y avait eu des nuits où les filles se réveillaient en hurlant, des jours où elles testaient l'engagement de Jacques en repoussant les limites, et des moments où tous les trois se demandaient si le mal n'était pas trop grand pour pouvoir guérir complètement. Mais petit à petit, elles avaient construit quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce qu'elles avaient perdu. Jacques avait radicalement changé sa vie. Il avait vendu son cabinet d'architecture et s'était lancé comme consultant indépendant, n'acceptant que des projets qui lui permettaient d'être à la maison lorsque les filles rentraient de l'école. L'argent n'avait aucune importance comparé au temps passé avec ses filles. « On a quelque chose à vous montrer, Dr. Hayes, » dit Rosalie, en sortant un papier plié de son sac à dos. C'était un dessin de leur nouvelle maison, une maison modeste, avec un grand jardin où elle pourrait planter des fleurs et peut-être avoir un chien un jour. « Papa dit qu'on peut peindre notre chambre de la couleur qu'on veut, » ajouta Lila. « Je veux des murs violets, et Rosie veut du jaune comme le soleil, et on va avoir un plafond arc-en-ciel, » continua Rosalie avec enthousiasme, « parce que les arcs-en-ciel viennent après la pluie, et qu'on a eu assez de pluie. » Le docteur Hayes sentit ses propres yeux s'embuer. Ses enfants qui avaient survécu à l'abandon, à l'itinérance et à des tentatives d'assassinat se permettaient enfin de rêver d'un avenir. Après la séance, Jacques conduisit les filles au cimetière Green Lawn, un rituel hebdomadaire qu'ils avaient instauré. La tombe d'Élise était couverte de fleurs fraîches, des marguerites de Rosalie, des roses de Lila et des lys blancs de Jacques. « Salut, maman !» dirent les filles à l'unisson, s'asseyant en tailleur sur l'herbe, à côté de la pierre tombale. « On a passé une bonne semaine, » rapporta Lila. « J'ai eu un A à mon test d'orthographe, et Rosalie a appris à faire du vélo sans roulette, et papa nous apprend à cuisiner, » a ajouté Rosalie. « On a fait des crêpes en forme de fleurs, comme tu faisais avant. » Jacques s'est agenouillé à côté d'elle et a posé sa main sur le marbre froid. « Élise, je les ai trouvés, »
a-t-il chuchoté. Nos filles sont à la maison et elles sont en sécurité. Victoria ne pourra plus jamais leur faire de mal. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils retournèrent à leur voiture, mais Rosalie tira Jacques par la manche. « Papa, on peut chanter la chanson de l'arc-en-ciel. Je pense que maman aimerait l'entendre. » Jacques sentit son cœur se gonfler d'un mélange de chagrin et de gratitude. « Bien sûr, ma petite fille. » Leurs voix se mêlèrent en une parfaite harmonie, flottant au-dessus du cimetière silencieux. Après la pluie, l'arc-en-ciel, le soleil, à travers la douleur. L'amour trouvera un chemin. L'amour trouvera un chemin. Plus tard dans la soirée, dans leur nouvelle maison, Jacques borda les deux filles dans leur lit. Des murs violets pour Lila, jaune pour Rosalie, et un arc-en-ciel peint au plafond qu'ils avaient réalisé ensemble. « Papa, » dit Rosalie alors qu'il embrassait son front, « on est vraiment en sécurité maintenant ? Vraiment, vraiment en sécurité. Vraiment, vraiment en sécurité. » Jacques confirma. « Les méchants sont partis, et papa ne te quittera plus jamais. Promette-le-moi, » dit Lila depuis son lit. « Je te le promets, » répondit Jacques en éteignant la lumière. « Je vous aime toutes les deux plus que toutes les étoiles dans le ciel. » En fermant la porte de leur chambre, Jacques les entendit chuchoter entre elles. Alors que les enfants des rues planifiaient leur prochain coup, ce n'étaient pas des murmures de peur, mais la conversation douce de deux sœurs, partageant leurs rêves et leurs secrets, devant la cheminée du salon. La photo d'Élise semblait leur sourire, et Jacques pouvait presque l'entendre accompagner leurs chansons nocturnes. L'amour trouve toujours un chemin. Après 3 années d'obscurité, la famille Moreau avait enfin trouvé l'arc-en-ciel après la pluie. Si tu étais à la place de Jacques, aurais-tu mené le même combat? Partage ton avis dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer la vidéo. Découvre les autres vidéos sur l'écran.